Good morning, bon matin à tout le monde. It's a pleasure for me to introduce. C'est un réel plaisir pour moi d'animer cette séance. Très intéressante ce matin. I would like to start by introducing myself. My name is. Je suis Valerie Gideon, je suis Mi'kmaq de la région du Québec et sous-ministre adjoint principal à Services autochtones Canada. J'ai de grandes responsabilités, la promotion de la santé et la réduction des inégalités en santé pour les enfants et les Autochtones au Canada. Donc, nous, aujourd'hui, on parle de la santé des enfants autochtones. Moi, j'ai deux filles autochtones. En matière de santé chez les enfants des Premières Nations. Of course, I'd like to also acknowledge that I am on unceded Algonquin territory this morning. Je suis sur un territoire algonquin, un beau territoire algonquin non cédé, et je veux que tout le monde respecte la terre sur laquelle il se retrouve ce matin. Merci l'École de la fonction publique pour vraiment être la hôtesse de cette session ce matin. I'd like to thank the school for agreeing to host. Merci à l'école d'avoir bien voulu organiser cette séance. Un comité consultatif dont j'ai assuré la présidence avec Mme Cindy Blackstock et d'autres experts du Canada à Services autochtones Canada afin de donner suite à une décision du tribunal canadien des droits de la personne quant au traitement discriminatoire à l'égard des enfants autochtones. On s'est dit qu'il était important d'investir dans l'apprentissage au sein de la fonction publique relativement à notre histoire et également pour voir comment on pouvait apporter des changements au sein de la fonction publique comme fonctionnaire. Aujourd'hui, nous avons des invités très prestigieux avec nous. Je cherche à reconnaître aussi toute l'équipe de l'École de la fonction publique, ainsi que Martin Ricard, Marcelo Garrett, et I'd like to also thank Indigenous Services Canada staff that helped. Et je veux remercier l'École de la fonction publique Edmond Roard, Danica Elliott et Robert Vacklin. Je vous rappelle que vous pouvez utiliser divers outils techniques pour faciliter votre participation aujourd'hui. Fermez votre réseau privé. Il y a de l'interprétation simultanée. Les présentations PowerPoint seront affichées en anglais seulement. Sont disponibles et vous pouvez leur demander auprès de l'école. Nous avons également des versions bilingues qui sont disponibles en ligne du rapport de l'Organisation panaméricaine sur la santé, qui est le sujet de la présentation de Sir Michael Marmot. We also have bilingual versions of the PAHO. On a également une version bilingue du rapport en ligne et ça, c'est lié à la présentation de Sir Michael Marmot. Je commencerai par présenter Verna McGregor, notre aînée de la communauté algonquine de Kyrgyzstan. Elle travaille au Centre de soutien pour les femmes d'Ottawa. Elle habilite donc les femmes autochtones à quitter la violence et elle est très présente dans sa collectivité et représente des aînés et des femmes traditionnelles et ensemble elles visent le maintien de la langue autochtone. Je vous présente la docteure Cindy Blackstock, nation Kyrgyzstan. Elle a beaucoup d'expérience en protection de l'enfance et dans l'application des droits des enfants autochtones. Sa recherche porte sur la théorie et les inégalités structurelles touchant les enfants autochtones, les jeunes et les familles. Elle a plus de 50 publications à son crédit.
Ça a pris du temps pour organiser cette rencontre. Elle a collaboré avec d'autres autochtones pour aider le Comité des Nations unies sur les enfants et une entente sur le droit des enfants autochtones. Elle a travaillé avec l'UNICEF et les Nations unies et le Forum des Nations unies sur les autochtones pour qu'il y ait une version plus conviviale de la Déclaration des Nations unies sur les peuples autochtones. Monsieur Michael Marmot est professeur en épidémiologie à London. Il est président de UCL et a travaillé à l'Organisation mondiale de la santé. Ça fait 4 ans qu'il lutte contre les inégalités. Et il a travaillé au sein de l'Organisation panaméricaine de la santé. Il a été président de la Commission sur les déterminants de la santé mis sur pied en 2005 par l'OMS et a produit le rapport Réduire l'écart entre générations. Bienvenue donc à nos invités. Cela étant dit, je vais donner la parole à Lenny Miigwech Valérie. Kwekakina. L'interprète regrette, il nous est impossible de fournir l'interprétation en raison des multiples coupures de son. Le service reprendra lorsque le son nous permettra de vous fournir l'interprétation. Merci. And if you look at it from the satellite view, North America is shaped like a turtle, and that's tied to our original teachings as well. So, and I welcome you to Ottawa, from where Je vous souhaite la bienvenue à Ottawa. Nous, les Algonquins, accordons une grande importance aux rivières. Je suis des Kikinanzi. L'interprète regrette une fois de plus. Il nous est impossible de vous offrir pour le moment un service d'interprétation continue. Territories were known as the Mamaninawak, the nomads. And why did we have big territories? Is because it's that understanding of sustainability that if you stayed in one place, you overharvest the resources. So the significance of Ottawa is that you have the confluence of the rivers coming together. À Ottawa, on a la confluence de 4 rivières, la rivière de la Gatineau, provenant du nord, la rivière des Outaouais, qui va d'ouest en est, et la rivière Rideau, qui provient du sud vers le nord. Et au centre, à Ottawa, on a la Chaudière. Ces 4 directions, ces 4 saisons, c'est également l'équilibre mental, émotionnel et physique et spirituel. L'équilibre, donc, et on essaie toujours d'atteindre l'équilibre. Donc, ces 4 rivières, c'est comme le centre ici. Il faut parler de ce qui se passe sur nos territoires. Comment on va s'occuper des femmes, des enfants et du bien-être de tous? C'est intéressant aujourd'hui de constater que le Parlement est également au centre ici. Comme tous les ministères fédéraux, y compris Santé Canada. Donc, je vais prononcer une prière. J'ai ici du tabac virtuel, Miigwech, et j'ai une petite cérémonie de fumée. Et donc, au début, on aspire un peu cette fumée. Pourquoi? Cela nettoie les énergies et nous permet de voir tout le positif. Et cela nous rappelle que nous sommes ici pour nous concentrer sur ce qui nous réunit
ici aujourd'hui et de bien accueillir nos honorables invités. Shwen Mishnoni na because Migwachoje Kakina Gagisha Dano Jimam de Gain in the Kimana, Skaki question castle in the Kimana. We do Kagia Kakina Guch, the Mats Chitinagdo Abdania Kakina Guch in the Kimana, Mam de Gay, Nishnabe Ki. Migwachon Jaya and the Sewen Kagimishan Chimino up to Chimino Pimatsian. We do Kagia Kakina Pimatsic Mam de Gay, COVID-19 is in Casa, Kan Mama Akasuan. Migwechon Jaya Kakina Nebi Pang si B-side gun and shit Kichigagam. Migwechon Jay Shkudeka Gimishan Chimino up to Toyan. We look again in what Chimashkao, so I don't know Nagdoan, Kakina Guchia Ishkude. Kanshishwat Nigwe de Simon Kegogajimon and Dash is on and not question Nigwe de Simon. We do question, and now because we don't quite Kakina Pamas Chakena because we Miigwech. As Miigwech is thank you, and I say thank you, Creator, for allowing us to come together and Merci donc de cette rencontre. Merci pour l'eau, la terre, le feu et l'air, les 4 éléments qui sont à la source de la vie. L'interprète vous signale qu'il y a trop d'achoppement de sons pour pouvoir offrir un service d'interprétation. And we don't. And then I asked our relatives to guide us well. Then I said, Miigwech, 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 Miigwech 4 times to honor the 4 directions of the medicine wheel. So, Miigwech, and I handed it back to you, Valerie. Thank you very much. Miigwech, Miigwech. Merci infiniment, Miigwech, 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 Aîné McGregor. Nous allons maintenant entendre Monsieur Sir Michael Marmette. Nous aurons sa présentation à l'écran. Bienvenue. Vous allez... merci de prendre la parole à l'École de la fonction publique aujourd'hui. Monsieur Michael, on peut voir la présentation, mais on ne peut pas encore vous entendre. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Je ne vais pas parler des enfants des Premières Nations. Il y a Cindy Blackstock qui est avec moi et je crois que Cindy Blackstock est la mieux placée au monde pour parler des enfants autochtones. Je vais vous donner des exemples de ce qui se passe au Royaume-Uni et vous demander de traduire, pas d'interpréter, mais de traduire cela dans un contexte canadien. Parlons de la pandémie et de la santé mondiale. Comme vous l'avez dit, Cindy et moi-même siégeons à cette commission sur l'inégalité en santé dans les Amériques. Et on a produit un rapport il y a 1 an pour l'organisme panaméricain de la santé qui s'intitule « Société juste, équité en santé et vie digne ». Depuis, on a été frappé par la pandémie et on a au début une citation de Nelson Mandela. Vous savez, s'occuper de la pauvreté, c'est pas un geste de charité, mais de justice. On parle de la protection de droits humains fondamentaux, le droit à la dignité et à la décence. Ça, c'était le cadre conceptuel que l'on retrouve dans notre rapport, les déterminants structuraux, les structures économiques, culturelles et politiques, l'environnement, le changement climatique, l'histoire, le patrimoine et le racisme structurel. Et cela touche le quotidien de cette façon. 3 facteurs structuraux et 2 mécanismes d'action
Et on regarde également les inégalités socio-économiques, ethniques, au niveau des handicaps, de la migration, etc. Et tout cela a un impact sur la santé. On voit ici le rapport sur le développement de l'UNDP qui a publié un rapport sur la COVID-19 dans le monde. On a également regardé le VIH, la malaria et les décès liés à la COVID. On voit ici qu'il y a eu une augmentation vertigineuse en peu de temps. Comme vous le remarquez ici, le rapport sur le développement humain porte sur l'indice du développement humain qui tient compte de l'espérance de vie, de l'éducation, du taux d'alphabétisation et du progrès économique et du produit intérieur brut ou du revenu intérieur brut. Et il s'agit d'un indice mondial. Et ça tient compte de la crise financière de 2008. Il y a eu une baisse, ensuite une remontée, ensuite une légère baisse. Et voilà ce qui est prévu suite à la COVID-19 à l'échelle mondiale. C'est une baisse énorme. Et les conséquences sur le développement humain sont pires que ceux de la crise financière de 2008. Cette crise n'est rien comparée aux conséquences de la COVID-19. On a ici un exemple. Un exemple, donc, d'un événement exogène. Par exemple, ici, sur l'ouragan Maria, son impact sur Puerto Rico et sur le taux de décès sur les gens qui sont dans des sphères économiques plus élevées, médium ou basses. Quand on parle d'un événement exogène, un tremblement de terre, une pandémie, un ouragan, la population n'est pas touchée de la même manière. Il y a de plus en plus d'inégalités dans ces cas-là. Albert Camus nous disait, et il s'est mieux exprimé que moi, la pandémie, d'après Camus, révèle la corruption sous-jacente au sein de la société. En d'autres termes, la pandémie expose les inégalités et les amplifie. C'est ce qu'on a vu avec l'ouragan Marie et c'est ce qu'on voit avec la pandémie. Au début de mon livre, L'écart en santé, je dis que les régimes de santé sont essentiels pendant une pandémie, mais je ne vais pas m'éterniser là-dessus, on sait que c'est important. Je veux plutôt parler des conditions qui rendent les gens malades. Je vous ai dit que je voulais vous donner comme exemple l'Angleterre. Après le dépôt du rapport de l'OMS en 2008, la Commission sur les déterminants de la santé, le gouvernement britannique m'a demandé d'examiner comment on pouvait appliquer ces commissions dans les divers pays. J'ai donc publié un rapport en 2018 et le 25 février de cette année, j'ai publié Équité en santé en Angleterre. On s'est demandé qu'est-ce qui était arrivé depuis 10 ans. Mon résumé, c'est qu'on a perdu toute une décennie et ça paraît. Regardons l'espérance de vie en Angleterre de 1980 à 2018. L'espérance de vie augmente d'1 an tous les 4 ans. Si on va à 1890, sur 100 ans, l'espérance de vie augmentait déjà d'1 an pour 4 ans. Mais en 2010, 2011, la courbe se brise et l'augmentation de l'espérance de vie n'augmente plus. Mais qu'est-il arrivé en 2010?
cela stagne. Bien, il y a eu un changement de gouvernement. On a maintenant un gouvernement conservateur de coalition dont la plus grande priorité était l'austérité, la réduction des dépenses publiques. Et naturellement, ils sont assez sensibles à cette priorité. Et on voit les conséquences sur la santé depuis 2010. Il y a une question qui a été soulevée. Bon, il faut que ça ralentisse à un moment donné. On va atteindre le pic de l'espérance de vie. On parle ici d'amélioration d'espérance de vie entre 2011 et 2007 en termes de semaines. Et le Royaume-Uni a eu la plus petite augmentation des pays riches. Le Canada avait un meilleur rendement que le Canada à ce niveau-là. Il n'y a que l'Islande et les États-Unis qui sont à part. Ça, c'est important, parce que si on regarde ce qui est arrivé avec la pandémie, ce sont les décès excédentaires. Le problème, quand on fait des comparaisons internationales au chapitre de la COVID, c'est qu'il y a différentes façons de décider du type de décès. Quand on parle de décès excédentaires, c'est le taux de mortalité totale en 2020 par rapport à une autre semaine au cours des 5 dernières années. On fait une pondération. L'excès, c'est le taux de mortalité excédentaire en 2020 comparé à la moyenne historique des 5 dernières années. En Angleterre, les plus hauts étaient en Écosse, plus élevés qu'en Irlande. Et, il y a eu beaucoup plus de mortalité excédentaire qu'ailleurs. On parle beaucoup de la mauvaise gestion des Américains, mais le taux de mort excédentaire était plus élevé chez nous qu'aux États-Unis. Est-ce qu'il y a un rapport? Ben, on a des données jusqu'à 2020. Et ça a été le ralentissement le plus marqué de l'augmentation de l'espérance de vie et le taux le plus élevé de décès excédentaires. À mon avis, il y a un lien là. Nous n'étions pas préparés à faire face à cette pandémie. Et en plus, il y a les inégalités qui s'ajoutent. Comme vous le savez probablement déjà, j'ai mis l'accent sur le fait que ce sont les plus pauvres qui ne peuvent pas être confinés et ils ont les pires résultats en santé. Donc, il y a des écarts sociaux. Donc, l'espérance de vie est plus élevée pour les plus nantis, pour les hommes et les femmes. Les femmes dépassaient les hommes pendant des années, mais cet écart se réduit depuis 10 ans. Les inégalités, elles, s'aggravent. Regardons le cas des femmes. Par région et par richesse. Les plus nantis, ben, il y a très peu de différence au sein de l'Angleterre et il y a des améliorations générales au niveau de l'espérance de vie. Si vous êtes dans les moins privilégiés, qu'importe votre lieu de résidence, mais si vous êtes pauvre, ça compte beaucoup. L'espérance de vie pour les femmes, même les plus pauvres, se sont améliorées à Londres, mais il y a eu une baisse partout ailleurs. Donc, en février 2020, alors qu'on a été touché par la pandémie, il y a eu un ralentissement de l'espérance de vie, de plus en plus d'égalité et une baisse de l'espérance de vie pour les femmes à l'extérieur de Londres. Et donc, la COVID nous a frappés de plein fouet. Et si on regarde les décès nationaux et tous les décès, on constate qu'il y a un parallèle. Mais si les facteurs sociaux
liés au décès de la COVID sont les mêmes que les facteurs sociaux d'autres types de mortalité, cela signifie que les causes identifiées d'inégalités en santé s'appliquent aussi à la pandémie de la COVID-19. On parle de décès excédentaires là au bas. Bon, peut-être qu'il y a le fait que les travailleurs de la santé de première ligne, les chauffeurs, ceux qui travaillent dans les domaines de la santé, d'une part, sont plus vulnérables, ou les gens qui vivent dans des logements surpeuplés. Regardons maintenant ce qui se passe en Écosse et les causes sociales des décès, ceux liés à la COVID. Il y a des inégalités en santé et il y a un lien avec cela et la COVID-19. Donc, ce que je dis, c'est que la pandémie fait ressortir et amplifie les inégalités sociales sous-jacentes. Et si on regarde les groupes minoritaires noirs ou asiatiques, les femmes tout d'abord, les femmes noires, un taux de mortalité là très élevé par la COVID, sachant qu'au départ, ces femmes ne sont pas privilégiées. Donc, souvent, ces morts accidentelles sont liées au statut social. Comme certaines données peuvent nous l'indiquer, je ne crois pas qu'on peut spéculer à savoir si le fait d'être noir est une cause. Pour les hommes, c'est la même chose. Plus de la moitié des décès excédentaires sont liés au fait que ces personnes sont démunies. Par exemple, les gens du Pakistan ou d'autres minorités visibles sont liés davantage au fait qu'il s'agit de personnes démunies. Il y a donc un lien direct entre le milieu défavorisé et le décès. Dans mon examen de 2010, on a formulé 6 recommandations. Donner à chaque enfant la meilleure chance, le meilleur départ, permettre aux enfants, aux jeunes et aux adultes de profiter de leurs compétences et pouvoir contrôler leur vie, créer de l'emploi, de bonnes conditions de travail, assurer la santé, et avoir une approche qui tienne compte des déterminants de la santé. J'ai dit que le gouvernement avait une priorité en 2010, c'était l'austérité. Ils ont dit, on va réduire les dépenses du secteur public, et c'est vraiment ce qu'ils ont fait. En 2010, c'était 42% des dépenses, et en 2018-19, ces dépenses publiques n'étaient que de 35%. C'est une baisse importante. On est passé par un taux moyen d'imposition en Europe à une plus petite fourchette d'imposition. Et cela a réduit les dépenses publiques. Et ça a été fait de façon tout à fait régressive. C'est les dépenses par personne. Regardons comment on dépense par personne. Le gris foncé, dans les régions les plus privilégiées, il y a eu une baisse de 16%. Et dans les zones les plus démunies, les réductions sont encore plus importantes. Donc, dans les secteurs les plus démunis, le Conseil a réduit ses dépenses à 32%. J'ai montré ça à l'Organisation mondiale de la santé. Elle a dit, tu inventes ces chiffres. J'ai jamais vu ça. Naturellement, plus le milieu est démuni, plus il y a des besoins. Et plus il y a des besoins, semble-t-il, plus il y a eu de réduction de dépenses. Donc, il y a eu des coupures dans les dépenses publiques et de façon fort agressive. On a dit que cela a été justifié du fait que on avait besoin d'une reprise économique. La croissance des salaires entre 2007 et 2018 était négative au Royaume-Uni. Les seuls pays qui avaient un pire rendement d'après l'OCDE, c'était entre autres le Royaume-Uni, le Mexique et la Grèce. Le Canada n'est pas là, mais je pense que le Canada s'en est mieux sorti. Donc ça n'a pas marché sur le plan économique. J'aimerais bien
que vous adaptiez ça à un contexte canadien. La pauvreté, c'est défini comme étant à 60% ou moins du revenu moyen. Et les coûts du logement font une grande différence. En 2010-2011, environ 18% des enfants vivaient en pauvreté avant les coûts du logement. Après les coûts du logement, 27%. Ce 27% a augmenté à 30% en 2017-2018. Regardons maintenant les sortes de logements. Parents monoparentaux qui ne travaillent pas, 61% vivaient en pauvreté. Des enfants vivaient en pauvreté en 2010. En 2017, 61% étaient maintenant 70%. Le travail devait être la façon de se sortir de la pauvreté. Regardons le parent monoparental. 2010, 18%, c'est devenu 30%. Cela va endommager les vies des enfants. Et ensuite, la COVID-19. L'insécurité alimentaire dans les logements avec des enfants a presque doublé pendant la pandémie. L'insécurité alimentaire a mené aussi à des questions liées à l'approvisionnement. 2 millions d'enfants ont une insécurité alimentaire pendant la pandémie. Ça, c'est une augmentation faramineuse. Nous savons que le verrouillement a un impact. Si on ferme les écoles, on va augmenter l'inégalité dans le secteur de l'éducation. Moins privé, plus privé. On a demandé aux enseignants d'évaluer. Pas de retard, 1 mois de retard, 2 mois de retard, etc. Là où il y a plus de pauvreté, 6 mois de retard ou plus. 4 mois, 5 mois de retard. La fermeture des écoles a augmenté les inégalités dans le secteur de l'éducation. Encore une fois, cela aura un impact catastrophique pendant toute la vie de ces enfants. Si on regarde le portrait mondial, le rapport sur le développement humain classe les pays développement humain faible, moyen, élevé, très élevé. Voici pour l'éducation élémentaire. Avant la COVID-19, avant la fermeture, pendant la fermeture, 86% des enfants dans des pays avec un faible niveau de développement ont été très, très impactés pendant la pandémie. Pour d'autres pays, par exemple le Canada, le Royaume-Uni, 20% n'étaient pas à l'école primaire. Vous voyez les inégalités entre les pays et regardez ces solutions relativement simples. Voici le taux pour 1970. Il y avait une réduction. En 2018, 2019, plus de 90% des enfants étaient à l'école primaire. Is what's predicted as the effective. En bleu, c'est le niveau prévu d'enfants qui ne sont pas à l'école primaire. S'il n'y avait pas d'accès Internet, voici ce qui se passerait. Beaucoup plus élevé de nombre d'enfants qui ne sont pas à l'école primaire. Si vous regardez le développement humain, c'est-à-dire ceux qui sont le plus privés, auraient le même accès à l'Internet que les moins privés. Vous pourriez atténuer les impacts. Alors, la solution est simple. Offrez un accès Internet aux enfants plus pauvres. Vous pouvez accroître l'accès à l'éducation. Si on regarde les dépenses lors de la pandémie, c'est assez important. Ce qu'on voit dans des pays avec des niveaux de développement faibles, moyens, élevés, très élevés, on voit la possibilité que les gens peuvent trouver des fonds. Il est difficile pour certaines personnes de trouver des fonds d'urgence. Ça ne m'a pas étonné. Les gens les plus riches peuvent
avoir des fonds d'urgence. On sait que les gens, surtout là où le revenu est élevé, avec une richesse, n'ont pas besoin d'avoir un fonds puisqu'ils n'ont pas été impactés. C'est ces gens ici où les impacts du verrouillement sont ressentis, même dans des pays comme le Canada et le Royaume-Uni. Et les mesures fiscales par rapport à la COVID-19 et les dépenses directes dans un pays tel que le Royaume-Uni, on a dépensé sur des mesures de redressement, des mesures gouvernementales. On a offert des garanties, des prêts, des subventions. Cet indice du progrès social a été publié la semaine dernière. Ça m'a intriguée. Alors, j'ai signalé 3 pays. Allemagne. L'Allemagne s'est très bien tirée pendant la pandémie, a bien géré la pandémie. Les États-Unis et le Brésil, ils ont très mal géré la pandémie. Il y avait 16 indicateurs du progrès social. J'en ai choisi 2. L'inclusivité, l'Allemagne, assez bien, essentiellement stable. Les États-Unis, après 2016, réduction de l'inclusivité, je ne peux même pas m'imaginer ce qui s'est passé en 2016 ou pourquoi ça serait passé. Et le Brésil avait sa version de ce cauchemar et ils ont vu une réduction dramatique de l'inclusivité. Ces 2 pays, les États-Unis et le Brésil, ont très mal géré la pandémie et leur indice de progrès social ne faisait qu'empirer. Et ici, la sécurité personnelle. En Allemagne, ça plafonnait. Et regardez ici. Dieu seul sait qu'est-ce qui s'est passé aux États-Unis. En janvier. Le 20 janvier, ici, la 2017, on voit le déclin à l'indice de la sécurité personnelle et Brésil aussi. Et ces pays ont très mal géré la pandémie. Alors, si on en revient au Royaume-Uni, quand j'étais en train de dresser un lien entre notre amélioration de l'espérance de la vie avant la pandémie et la mortalité excessive pendant la pandémie, on était mal préparés. Et ça revient aux inégalités au sein de la société. Un dernier point. Dans mon rapport de 2020, on regardait les concentrations PM plus élevées dans les villes anglaises où le taux de pauvreté est plus élevé. Alors, si on regarde les programmes de changement climatique et d'égalité en matière de santé, permettez-moi de terminer avec cette note. Une approche du mieux-être peut être décrite comme permettre aux gens d'avoir la capacité dont ils ont besoin pour vivre des vies où il y a une raison d'être, un équilibre et un but. D'où vient cette citation? Amartya Sen, pensez-vous? Possiblement. Non? Ministre des Finances de la Nouvelle-Zélande, la trésorerie, au cœur même de la politique économique. Une approche de mieux-être qui peut être décrite comme permettre aux gens d'avoir les capacités dont ils ont besoin de vivre des vies avec un but, un équilibre et une raison d'être pour eux. En émergeant de la pandémie, et on pense à rebâtir, nous avons besoin d'équité viable. Il faut avoir au cœur même une approche de mieux-être. Les gens devraient avoir les capacités dont ils ont besoin pour vivre des vies où ils ont une raison d'être, ils ont une vie équilibrée avec des objectifs. Merci. Merci. Merci de cette présentation. Très, très pertinent. Et c'est au cœur même de ce que les gens vivent aujourd'hui. Et surtout au sein de la fonction publique, on nous demande de fournir des conseils par rapport au Canada et comment on peut relancer et rebâtir l'économie.
Je crois que ces indices seront extrêmement valables pour nous. Maintenant, je vais passer la parole à la Dr. Cindy Blackstock. Elle va nous parler du guide de Spirit Bear, à savoir pourquoi l'équité, c'est important. Cindy, je vais vous passer la parole. Merci. Merci à tous. Et je reconnais le territoire algonquin non cédé. Merci Valérie de l'invitation. Et merci Sir Michael. Merci. J'ai travaillé sur cette commission et j'ai appris beaucoup de choses quant à l'importance de l'équité. Je vais parler de mon parcours personnel. J'ai commencé la protection de l'enfance dans les années 80 dans le nord de la Colombie-Britannique, ensuite à Vancouver. À Vancouver, ils avaient le quartier le plus riche dans l'ouest de Vancouver, les propriétés les plus riches au Canada et les régions les plus pauvres, y compris beaucoup de réfugiés et d'immigrants de l'Iran, de l'Irak à ce moment-là, et aussi la nation Squamish. Même si les lois sur la protection de l'enfance doivent s'appliquer également à tout le monde de la société, j'ai trouvé que quand je me faisais la protection de l'enfance, c'était très rarement que je me retrouvais dans ces quartiers riches. Je me retrouvais dans les quartiers pauvres ou sur les réserves et dans la maison la plus pauvre. La loi est en train de codifier la discrimination structurelle comme un déficit personnel. Et le système en soi disait « Ah ben oui, mais on peut offrir des services aux parents, ce doit être les compétences parentales. » Ou on va fournir des interventions auprès des parents et des adolescents. Peut-être que ce sont des interventions utiles, mais quand les vies sont des vies si inéquitables, c'est impossible. Et ce que je n'avais pas compris, c'était à quel point les inégalités sur les réserves et que cela contribue à la surreprésentation du nombre de jeunes des Premières Nations dans les institutions gouvernementales, dans les services de protection, au sein des institutions pénales. Nous avons entendu les peuples autochtones partout dans les Amériques. Une des définitions du colonialisme qui m'est venue, c'est celle-ci par Eduardo Galeano, publiée dans le rapport. Ça dit « Le colonialisme vous mutile. Ça vous empêche de parler, ça vous empêche d'agir, ça vous empêche d'exister. Le colonialisme invisible vous convainc que votre destin est d'être serre et que vous êtes important. Cela vous convainc que qu'il n'est pas possible d'agir, de parler et exister. Les inégalités dont ont vécu les enfants des Premières Nations sont de cette nature invisible. Il faut chercher pour ce qu'on ne voit pas. Et quand j'entrais sur la réserve, non seulement que je voyais des déficiences dans les services publics offerts aux enfants et aux familles, j'ai trouvé aussi qu'il y avait une absence d'un secteur bénévole. Au Canada, environ 60% des financements pour les organismes à but non lucratif, les charités, viennent des gouvernements. Mais il y a très peu d'exemples où ces soutiens, où c'est un besoin criant sur les Premières Nations sont fournis. On a des services sous-financés et on a les inégalités dans le secteur bénévolat et le financement de ces secteurs. Ce qui se passe, c'est qu'on se retrouve avec toutes sortes de désavantages. Je voudrais mettre l'accent sur le fait que ces inégalités sont connues dans l'histoire du Canada. Les gens qui travaillent au sein de la fonction publique fédérale depuis 113 ans le savent, et même encore plus loin que ça, probablement. Voici un rapport du Dr. Peter Henderson, médecin hygiéniste en chef pour le ministère à l'époque. Il avait des antécédents dans la santé publique, il était président de l'Association de la santé publique, il était respecté. Il a été déployé par Duncan Campbell Scott. Il devait étudier la santé des enfants autochtones et dans les écoles résidentielles. Il a trouvé que les taux de décès étaient très, très élevés. Et il a dit que c'est que les gens à Ottawa, à ce moment-là, avaient 3 fois le montant de financement de... Bon, il appelait ça les Indiens à l'époque. Il revient au Canada et il dit,
Ces inégalités doivent être arrangées. Il ne faut pas que les enfants malades avec la tuberculose soient placés avec les enfants en santé, faire la distanciation, ventiler les édifices, toutes ces choses-là qu'on apprend aujourd'hui. C'était des choses qu'il avait recommandées à l'époque, mais le gouvernement avait dit non, non, ça coûte trop cher. Et cela a fait en sorte que Samuel Hume Blake a dit que le Canada n'empêche pas ces décès qu'on peut empêcher. Alors, c'est presque un assassinat. Si on avait écouté Dr. Bryce en 1907, imaginez la cascade des désavantages qu'on aurait pu éviter avec les Premières Nations si on avait agi il y a plus de 100 ans. Alors, ce colonialisme silencieux, c'est qu'on est en train d'effacer l'histoire. Cela nous distancie de cette idée que la raison pour laquelle ces inégalités existent, c'est parce qu'on n'a pas les réponses. Si on fait une recherche des documents historiques, on voit que ce n'est pas du tout le cas. Et une des choses qu'on fait au Canada, c'est qu'on s'excuse du passé, mais on ne répare pas les torts, on n'a pas appris. On enlevait les enfants autochtones pour les assimiler. Ah bon, Premier ministre Harper a fourni des excuses, et ensuite il y avait la commission de la réconciliation, mais maintenant, trois fois plus d'enfants autochtones sont dans les soins de l'État, plus que quand il y avait les écoles résidentielles. Les gens pensent que c'est parce que les parents ne sont pas compétents. Parfois, c'est vrai, mais si on regarde les données sur ces enfants, on regarde les inégalités dont parlait Sir Michael. La pauvreté, mauvais logement, dépendance, voici pourquoi ces enfants sont surreprésentés. Si vous pensez que vous êtes un parent et que ce sont les facteurs de risque, vous devez vous poser la question, qu'est-ce que vous contrôlez quoi là, raisonnablement? Qu'est-ce que vous pouvez changer afin de réduire le risque aux enfants? Et sur les réserves, parfois, il n'y a pas d'eau potable, il y a un surpeuplement, cela perpétue les maladies dont a parlé Dr. Bryce en 1907 et M. Marmot nous a parlé de ça pour 2020. Et on voit qu'il y a très peu de facteurs de risque que les parents peuvent changer seuls et que les facteurs de risque qui mènent à ces désavantages reposent dans les actions gouvernementales à tous les niveaux du gouvernement. Alors, les lois codifient tous les risques comme étant une incapacité de la part des parents. Alors, en tant que travailleur social, bon, on blâmait les parents, mais on ne faisait rien du fait qu'il y avait des moisissures dans la maison et qu'il n'y avait pas d'eau potable. Alors ça, c'est le résultat de notre inaction. Voici les enfants des Premières Nations sur les réserves. Et combien de nuitées ils ont passé loin de leur famille. 78 millions de nuitées, ou 47 749 267 années de l'enfance. Ça, c'est le prix. Le prix du fait qu'on n'a pas remédié aux inégalités. Et ces chiffres sont à la hausse. Et ça, c'est uniquement pour le bien-être des enfants. Valerie a fait beaucoup de travail sur la santé des enfants des Premières Nations et aussi sur les résultats éducatifs, et il y a une cascade. Alors, c'est un problème si on attend. Et le Canada est au courant. On peut voir les rapports ici. On a fait une révision en 2000. Un National Crime, ça c'était en 1983. On voit ici un autre rapport en 2015. Et nous n'avons pas arrivé à un stade au pays où on aborde les inégalités comme une injustice, comme l'injustice que c'est, une injustice qu'on peut prévenir. Je tiens à vous rappeler que quand je faisais ce genre de travail, quand j'étais travailleuse sociale, j'allais dans ces maisons pauvres et ces gens-là ont plus de services qu'un enfant sur la réserve. Alors, quand on a porté ce cas devant les tribunaux des droits de la personne, on a vu des tendances dans le document. Et ça semblait empêcher
de remédier à la discrimination. Et voici, je vais partager ces tendances. Valérie et moi, Edmund, y travaillent pour essayer de créer de la formation et des séances d'engagement avec les fonctionnaires. Premièrement, discrimination systémique. Discrimination systémique. Bon, le colonialisme à deux niveaux dont j'ai parlé. Colonialisme évident et invisible. Alors, visible et invisible, on n'a pas abordé la question de la discrimination systémique au sein du gouvernement du Canada, de la façon dont on interagit avec les Premières Nations et les Métis et les Inuits aussi, et le langage que j'entends et qui pourra empêcher les gens d'aborder cette discrimination systémique et l'inégalité. Trop complexe, c'est trop compliqué. C'est trop compliqué d'aborder le fait que seulement 35% des Premières Nations ont accès à l'Internet large bande en 2020. Il faut être patient. Il faut avoir une approche échelonnée. On ne peut pas changer les choses du jour au lendemain. Ou on diminue, ou on fait fi des rapports, où on codifie l'inégalité au niveau communautaire et familial. Alors, ça nous a empêché d'aborder les inégalités quand on entend ce genre de choses. Alors, pour préciser, quand on pense à complexe, le gouvernement fait beaucoup de choses complexes. On a négocié une entente de libre-échange avec le président américain. Alors, je ne peux pas m'imaginer quoi que ce soit plus complexe que ça. Quand on parle d'accès à l'Internet, les gens disent « Ah, ben c'est parce que c'est trop isolé. » Il y a... dans l'espace, ils ont un accès. Alors sûrement qu'on peut offrir un accès à l'Internet pour les enfants qui essaient d'apprendre en plein milieu d'une pandémie. Alors voici, avec l'utilisation d'acronymes, on parle des Premières Nations comme étant un dossier, un langage impersonnel. Il faut se rappeler que derrière chaque statistique, c'est la vie d'un enfant. Il faut faire un effort, surtout dans une bureaucratie, de s'en rappeler. Se concentrer sur autorité vis-à-vis les preuves et les exigences juridiques. Moi, j'ai travaillé au sein du gouvernement moi-même pendant 9 ans. On a toutes ces choses qui existent pour guider les gens, mais cela ne devrait pas usurper les preuves. Les politiques doivent être concordées avec la preuve et cela ne devrait pas empêcher les exigences juridiques. Alors, on a fait un pas vers l'avant, mais pourquoi les enfants des Premières Nations ont besoin d'attendre pour l'égalité? Ça fait 53 ans et on a une approche au compte-gouttes et ça n'a pas permis d'arriver à l'égalité. On voit que les gouvernements dépensent de l'argent tout partout avec la COVID. Moi, je ne savais même pas qu'on avait tout cet argent. Sûrement, si cet argent existe, on peut remédier les inégalités. Et on ne doit pas utiliser des gens qui diminuent ou qui parlent de la participation des Premières Nations. Parfois, on parle d'engagement, des discussions plutôt que la consultation. Il est très important que le gouvernement utilise les mots corrects pour... Et si je reviens à la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples autochtones et le langage qu'on utilise. Moi, j'ai vu qu'on a puni le courage moral. Dans les documents, j'ai vu des très bonnes personnes qui apportaient de l'attention à l'injustice, qui faisaient la promotion des solutions et qu'on punissait ces gens-là. Alors que ceux qui étaient en train d'accepter ou faire la promotion de mauvaises idées quant à la perpétuation des inégalités, très souvent étaient félicités. Et ça, c'est un exemple. Alors, avec le principe de Jordan, beaucoup d'entre vous, vous connaissez ça. C'est l'histoire de Jordan River Anderson qui a passé bon nombre d'années à l'hôpital à cause d'un différend juridictionnel entre le Canada et le Manitoba. Le principe de Jordan, c'est-à-dire que les enfants des Premières Nations doivent recevoir les services équitables. Ça a été adopté à la Chambre des communes en 2007, mais ça a seulement été mis en œuvre en 2017. Il y avait des systèmes en place et le gouvernement a trouvé la façon de ne pas parler de cas de principe de Jordan. Alors, 0 cas, Jordan's Principle, en 2010 et 2017, Valérie va vous dire, c'est pas parce qu'il n'y avait pas de besoin. Les gens en ont fait la demande.
Mais les gens qui disaient non ont reçu le prix de reconnaissance du sous-ministre. Alors, moi, je me suis dit, ben, j'ai vu tellement de gens qui méritaient le prix et qui avaient dit oui, oui, il faut faire quelque chose, il faut avoir une discussion au sein du gouvernement pour aborder ces inégalités. Moi, j'aimerais que le gouvernement puisse aider les fonctionnaires et puisse aborder ces inégalités. Voici une autre façon que les choses dégringolent. Si on regarde des demi-mesures et qu'on essaie de dire que ce sont des véritables mesures, voici le montant que le Canada dépense sur les services aux enfants et à la famille. On voit une augmentation ici. C'est à cause de la décision du tribunal. Mais le Canada a dit, ah ben vous savez, en 2005, il y avait des rapports faits avec la Première Nation, le Canada. On a recommandé une augmentation de 69 %. Ah ben voilà, on y est arrivé. Mais ce que le Canada faisait, c'est qu'il ne reconnaissait pas que ce qu'on recommandait, ce n'était pas ce genre d'augmentation dans le budget de la prévention et dans le budget qui permettait à la prestation des services. Si vous comparez des pommes avec des pommes, l'augmentation n'est que de 39 %. Et voilà pourquoi on continue de voir un grand nombre d'enfants qui sont à la charge de l'État sans besoin. On a toutes sortes de rapports aujourd'hui. Malheureusement, selon UNICEF, le Canada, parmi les pays riches, on était 25e au monde en 2017 en termes des résultats pour les enfants. Il y a quelques semaines, le rapport de 2020 a été publié. On est maintenant 30e. Alors, en dépit des preuves liées à l'identification et la remédiation des risques aux enfants et à quel point l'égalité c'est important, le Canada s'oriente sur la mauvaise voie. Aussi, nous avons une perpétuation de ces inégalités et on essaie de les justifier. Et je crois que collectivement, il faut arriver à un stade où on dit que les enfants des Premières Nations valent la peine. On ne devrait pas dire « oh, vous aurez moins » ou « vous avez besoin d'attendre à cause de votre race ». Et voilà ce qui se passe au Canada. Comment pouvons-nous arranger les choses? Voici un nouveau rapport. L'Institut des études fiscales et la démocratie, en partenariat avec les Premières Nations et le gouvernement du Canada. Et ce qu'on a vu, c'est que même avec les investissements en vertu des ordonnances du tribunal, il y a quand même un manque à gagner de 600 millions de dollars. Et alors, même si on aborde toutes ces forces motrices, tous ces éléments signalés par Sir Michael, il sera essentiel d'aborder ces éléments pour réduire les inégalités. Je sais qu'il y a le projet de loi C-92 sur le bien-être des enfants, mais ça m'inquiète. Je crois qu'il y a une perception très étroite. Mais nous avons quelque chose pour le plan du Spirit Bear. On demande au Canada de voir comment on peut faire la promotion d'une approche axée sur la justice et axée sur les preuves. Le coût de toutes ces inégalités, et il faut faire face. Par exemple, avoir un plan tel que le plan Marshall, ça a été adopté par les Premières Nations. À l'unanimité en 2017, le gouvernement du Canada n'a pas mis en œuvre ce plan. Alors, je vais m'arrêter là. Il y a toutes ces ressources sur notre site web. Alors, je tiens à remercier Valérie, Edmund et d'autres, puisqu'ils m'ont permis de partager ces idées avec vous et j'ai hâte à la discussion qui va s'en suivre. Merci. Merci, Dr. Blackstock, Cindy et Sir Marmot. Vous avez raison. Alors, j'apprécie beaucoup. Je sais que ce n'est pas facile. Il y a tellement de choses à dire, mais c'est tellement bien organisé. C'est très provocateur et les observations, très bien. Alors, si les gens veulent poser des questions, alors ma question, vous pouvez lever la main en utilisant MS Teams et nous sommes en train de faire le suivi afin d'être capable de poser des questions aux membres du panel. Et aussi, les gens pensent aux questions. Alors, une des choses auxquelles on a réfléchi, comment pouvons-nous signaler le racisme et la discrimination systémique auprès du public. On a vu ça dans la presse, au Royaume-Uni, ici, en Europe.
Et une partie de ça, c'est probablement exacerbé par la COVID. La COVID a fait ressortir les inégalités et on voit les résultats liés à la santé par les gens qui sont touchés par la COVID-19. Comment régler le racisme systémique et les inégalités liées à la COVID-19 ont été clairement démontrées pour influencer l'approche et pour assurer les plans de reprise économique. Avez-vous des suggestions à formuler à l'égard des employés de la fonction publique? Monsieur Marmotte. Je m'attends à ce que le Canadien moyen ait une situation semblable aux Britanniques blancs. C'est-à-dire qu'on s'illusionne en croyant qu'il n'y a pas de problème de racisme, qu'il n'y a pas de problème de racisme aux États-Unis, en Afrique du Sud, et que les beaux Britanniques et Canadiens n'avaient pas non plus de problème de racisme. Quelle illusion! C'était une illusion. Et la COVID-19 a fait ressortir le fait qu'on ne peut plus tolérer cette illusion. Nous devons profiter de l'occasion. On ne peut pas revenir à cette illusion réconfortante. Ce serait tragique. Il faut donc saisir l'occasion. Et comme l'a dit Camus, la peste, c'est épouvantable, mais c'est également une révélation, comme pour la COVID. Et il nous faut le reconnaître. Je n'ai pas de baguette magique, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est la première fois au Royaume-Uni où il y a un observatoire de la santé lié sur les groupes ethniques d'origine asiatique et noire. Et ce n'est pas une coïncidence que cela survienne en plein cœur de pandémie de la COVID-19. J'ai participé à plusieurs conférences et le Bureau de la statistique a publié les données sur le décès au sein des groupes ethniques noirs et d'origine asiatique. J'ai passé à la radio BBC et le ministre de la Santé s'est vu poser la question et il a dit oui, on se préoccupe beaucoup de la situation et les Noirs devraient laver leurs mains. Et on m'a demandé, qu'est-ce que tu penses? Je me suis dit, moi, je suis préoccupée. C'est sûr que c'est bien de se laver les mains, mais on doit faire face au racisme structurel. Qu'est-ce qu'on doit faire demain? Ben, demain, on devrait s'attaquer à ce racisme structurel. Donc, c'est une occasion. Je ne peux pas vraiment répondre à votre question, genre comment on peut éviter de revenir aux anciens modes de pensée, mais on a tous les inégalités à cœur. Je prenais la parole à l'université lundi. Les étudiants m'ont demandé virtuellement, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Ben, c'est que l'université doit faire partie de cette discussion importante sur la création d'une société équitable. Et cela signifie qu'il faut tenir compte de tous les aspects de l'inégalité. Les Autochtones comme les non-Autochtones, les gens d'ascendance africaine et de non-ascendance africaine, les facteurs économiques, l'orientation sexuelle, les personnes handicapées, etc. Tous ces groupes peuvent se retrouver du mauvais côté de la barrière et faire l'objet de discrimination. Et c'est inacceptable aujourd'hui en société. Il faut tous se faire entendre pour construire une société plus équitable. Merci infiniment, Monsieur Marmotte. Nous avons reçu une question, mais avant de se faire, Cindy, il y aura le discours du trône prochainement. Vous avez parlé du plan Esprit de l'ours. C'est comme un plan Marshall, celui de l'après
guerre qu'on a utilisé pour reconstruire l'Europe. Donc, ce plan de l'ours inclurait des plans structuraux pour faire face à la discrimination systémique à l'égard des enfants autochtones. Hier, j'ai entendu des représentants inuits. On parlait de la COVID-19 et des mesures à court terme qui avaient été mises de l'avant. La PCU, l'accès alimentaire, le financement qu'on a pu offrir aux familles pendant la crise de la COVID. Les Inuits se disent, les gens vont commencer à dépendre de ces subventions. Et que dire de la santé mentale? Et on dit que les familles ont beaucoup profité de ces programmes. Qu'est-ce qui arrivera lorsqu'on leur enlèvera ces programmes, lorsqu'on considérera que la pandémie est terminée et que les gens n'auront plus accès à ces services? Ça va simplement empirer les choses. Quels conseils pourriez-vous donner aux décisionnaires canadiens, à savoir que doit inclure le discours du trône et quelles devraient être les mesures futures du gouvernement pour reconstruire le Canada? Je dirais qu'il faut reconnaître qu'il y a du racisme systémique au gouvernement aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Il y a tellement de politique qui dit que c'est une chose du passé, comme si ce n'était pas une réalité pour les Premières Nations, les Métis et les Inuits. On devrait arrêter d'utiliser le mot « autochtone » parce qu'on ne voit pas toutes les inégalités qui existent. Les Premières Nations sont assujetties à la loi sur les Indiens et aux inégalités, aux injustices reconnues par les droits de la personne. En utilisant le terme autochtone, c'est comme si tout le monde avait le même problème et que c'était la même discrimination pour tous. Troisièmement, il faut faire face aux inégalités et se dire on va mettre la main à la pâte. Il n'y a plus d'excuses, il n'y a plus de demi-mesures. Regardons ce qu'a fait le Canada lors de la COVID. Donc, on peut réduire les inégalités. Et j'en parle avec confiance parce qu'au fil des ans, on a beaucoup parlé de ces inégalités. On a toutes les données et on peut prendre des décisions éclairées. Le public doit cesser de trouver des excuses. Ne pas laisser les gens s'en tirer en disant « on va faire ce qu'on peut, blablabla ». Bla, bla. Non, il faut comprendre le contexte historique. Le Canada n'a jamais traité les enfants autochtones de façon égale depuis 150 ans. On se satisfait de ces demi-mesures. Ça veut dire que la discrimination va se perpétuer et les enfants vont continuer à être désavantagés. Et sur le plan économique, on a déjà d'ailleurs présenté ces arguments, sur le plan économique, il est tellement plus logique de réduire les inégalités que d'attendre une crise pour ensuite mettre de l'avant des mesures entre guillemets, symptomatiques. Les Autochtones veulent des vies dignes. Il faut réduire les inégalités et réduire les questions liées au territoire. C'est pas juste une question de changement climatique qui menace la vie humaine, c'est lorsque la Terre fait partie de ton identité. Comment donc inclure ça dans une solution d'ensemble? Merci, Cindy. Monsieur Marmotte, il y a une question pour vous. D'après vous, Case and Deaton, Death of the Despair, présente un graphique sur l'espérance de vie au Royaume-Uni, mais Case and Deaton a montré qu'aux États-Unis, l'espérance de vie est à la baisse pour certains groupes aux États-Unis. Réponse. Comme je l'ai dit plus tôt, le seul grand pays qui a eu de pires rendements au niveau de l'augmentation de l'espérance de vie que le Royaume-Uni, c'était les États-Unis. Et cela a joué un rôle. On a regardé les données britanniques et on arrive à peine à distinguer cela. Il y a la crise de l'opioïde, un petit peu. Il faut regarder les groupes d'âge qui ont été examinés par Case et Deaton, 40 à 59 ans, je crois. On voit qu'il y a peut-être un problème d'opioïdes, mais pas tellement au Royaume-Uni. Oui, il y a des problèmes liés à l'alcool, au suicide.
Mais Casey Deaton a examiné ceux qui n'avaient pas de diplôme universitaire. Mais si on regarde les données, on voit que c'est une question de rang social. C'est pas un groupe contre un autre. Moins on a d'éducation, plus le taux de décès par les drogues, l'alcool ou le suicide est élevé. C'est intimement lié. J'aime bien leur analyse. C'est donc intimement lié à la destruction de la vie de la classe ouvrière. Je pose la question. Pourquoi pas les Blancs que les Noirs? Parce que les Noirs africains souffrent de cela depuis bien plus longtemps que les Blancs américains. Et leur réponse, c'est oui, c'est vrai. Les Afro-Américains ont encore un taux de décès plus élevé que les Blancs. Mais les Blancs sont avantagés, mais moins avantagés aujourd'hui. Ce dont on parle ici a des incidences importantes pour la société. Lorsque les sociétés sont moins en santé, que dire de cette société? Ça veut dire que les sociétés se dégradent et il y a de plus en plus d'inégalités lorsque il y a de plus en plus d'égalités en santé. Il y a eu une commission qui nous en a appris là-dessus. La chercheure a dit, vous ne pouvez pas regarder ce qui se passe au Canada et dire, c'est tellement bien, au Canada, ils s'en tirent tellement bien, l'espérance de vie est bonne, tout va bien. Mais on ne peut pas ignorer les groupes qui souffrent. On peut dire ça du Canada aussi. Les gens qui sont moins démunis, on ne peut pas dire, c'est parce qu'ils font partie des classes ouvrières et les autres vont bien. Ce n'est pas le cas. Il y a quelque chose qui ne va pas dans la société si on constate que le taux de décès est lié au rang social. Cindy, j'ai une question pour toi. Dans quelle mesure est-ce que le principe de Jordan est lié au traité sur les droits, aux droits issus des traités, pardon, et le fonctionnaire qui pose la question par rapport à l'Ouest canadien. Vous savez, la discrimination, ce n'est pas un droit issu de traités. J'ai lu les traités, c'est bien clair. Lorsque ces traités ont été rédigés, on regardait le bien-être multigénérationnel des collectivités et on avait en tête le bien-être et la santé des enfants. Le principe de Jordan repose sur des attentes juridiques qui s'alignent sur les droits de traité. Par exemple, il faut tenir compte des besoins de l'enfant dans sa collectivité propre. Donc, ça doit être, il doit y avoir une égalité malgré le rap des années 60 et les pensionnats. Donc, il faut en faire davantage pour un enfant autochtone par rapport à celui qui n'a pas été désavantagé à ce niveau-là. Ça doit également tenir compte du meilleur intérêt de l'enfant, pas avec une approche eurocentrique. Le meilleur intérêt, qu'est-ce que ça signifie? On a essayé d'en parler dans la Convention des Nations Unies sur les enfants, entre autres sur les enfants autochtones. Cela a précédé la Déclaration des Nations Unies sur les droits des Autochtones. Et donc, le principe de Jordan, c'est bien beau, mais il y a moins d'interventions en matière du principe de Jordan. Il y en aurait moins si on s'occupait tout d'abord des inégalités en vertu du plan de l'esprit de l'ours. Le principe de Jordan ne serait pas si essentiel. Le principe de Jordan, c'est temporaire. Mais pendant la COVID, on a bien remarqué qu'il y avait une augmentation des demandes. C'est logique. Les plus désavantagés sont en crise, ont besoin davantage de soutien et cette tendance va se maintenir. Donc oui, il y a un lien certain. Merci, Cindy. Il y a une chose que je voudrais vous dire. On a quelques années d'expérience. On a reçu 6 900 demandes depuis 2017.
Quand un gouvernement provincial, par exemple, applique des coupures, disons en éducation pour des écoles provinciales, on voit qu'il y a des centaines de demandes qui sont reçues en vertu du principe de Jordan pour de l'aide en éducation parce que les écoles ne peuvent pas satisfaire les besoins de tous les enfants à l'école, mais ils s'en remettent au principe de Jordan pour pouvoir obtenir un plus grand appui pour ces enfants des Premières Nations. Donc, on voit l'impact immédiat et c'est une bonne façon pour nous de voir quel est l'impact des mesures régressives, pour utiliser le langage de M. Marmotte, des mesures gouvernementales prises par le gouvernement sur les enfants autochtones au Canada. Nous avons une question. Comment démanteler le symbolisme, si vous voulez? Nous avons vu des engagements en Australie et ailleurs, et au Canada, mais d'une perspective autochtone, So there are il y a un sentiment que ça ne va pas mener à un entérinement permanent de changement, pas juste au gouvernement fédéral, mais nous sommes dans une confédération, c'est un modèle de confédération, alors il y a des gouvernements provinciaux et territoriaux. Alors comment dépasser le symbolisme et d'avoir des véritables mesures en place? J'ai fait des voyages en Australie et je vais parler du mot autochtone, mais bon, je ne sais pas si c'est acceptable ou inapproprié maintenant, mais bon. J'ai rencontré plusieurs groupes en Australie et on dit que le problème est insoluble. On a dépensé des milliards de dollars et il n'y a rien à faire. Je suis allée dans un centre d'une communauté autochtone et je suis allée à plusieurs groupes communautaires, à Victoria, territoire du Nord-Ouest, à New South Wales aussi, et il y a une personne qui m'a dit, après 200 ans où on a été privé de dignité et de contrôle sur votre vie et qu'on vous donne de l'argent, c'est pas du tout étonnant que ça ne fonctionne pas du jour au lendemain. Alors, on dit, ah ben voilà, voici de l'argent. Maintenant, débrouillez-vous, tout devrait bien se passer. C'est un point signalé par Sydney. Oui, il faut de l'argent, il faut financer. On ne dépense pas le même montant d'argent sur un enfant autochtone qu'un enfant ailleurs. Il faut de l'argent, mais l'argent, ce n'est pas assez. Et sur un voyage récent, on m'a dit que pour les services de soins aux enfants en Australie, la question, ce n'est pas si un enfant autochtone sera enlevé des parents, mais quand. La position, c'est on va enlever les enfants des parents. Ça coûte 100 000 $ par année pour avoir un enfant à charge. J'ai rencontré un groupe de leaders communautaires à Victoria, en Australie. Et j'ai rencontré des gens de différentes communautés et je leur ai dit, il n'y a personne qui pense que c'est une bonne idée de laisser des enfants avec des parents abusifs qui abusent des drogues, de l'alcool, ou il y a de l'abus physique, sexuel. Bon, il n'y a personne qui pense que c'est une bonne idée. Mais pour 100 000 $ par année, peut-être que vous pourriez travailler avec des familles. Peut-être que vous pouvez essayer de rectifier ces problèmes de dépendance et garder les enfants avec les parents. Et il y a une femme qui était une femme autochtone, une des chefs. Elle a dit, ah oui, on le fait. Dans ma ville, on a assumé la responsabilité juridique pour ces enfants
on obtient le financement et on travaille avec les familles afin d'essayer de garder les familles intactes. Alors, on essaie de comprendre la nature variable de la question. Et comme Cindy l'a dit, elle m'a dit aussi, et ça fait partie du rapport, l'importance de la relation à la terre, l'importance des croyances traditionnelles et culturelles, et de traiter de ces questions de façon sensible. Il faut de l'argent, mais de l'argent, ce n'est pas assez. Il faut être en mesure de satisfaire toutes ces autres conditions. Et c'est terrible parce qu'on enlève les enfants des familles pour les placer dans des institutions. Merci, Cindy. Une dernière question. Et ensuite, ce seront les commentaires de la fin. Comment les fonctionnaires peuvent-ils surmonter les contraintes, les véritables contraintes qui existent avec les initiatives de programme? Nous travaillons ensemble, on essaie de réformer les mandats et les conditions. Vous connaissez les cadres très, très limités auxquels les fonctionnaires doivent mettre en œuvre. Quel conseil avez-vous pour ces fonctionnaires? Une des choses que je recommande, c'est que les gens lisent le livre Savage Anxiety. On parle du colonialisme et de ce que cela signifie. Et on parle de cette dichotomie entre les sauvages et les civilisés. Alors, tout ce qui est Première Nation, Métis Inuit, c'est sauvage, et tout ce qui ne l'est pas, ça, c'est civilisé. Et parfois, je vois ça dans beaucoup de politiques gouvernementales, avec les rapports. Si on permet aux Autochtones de gérer leur propre programme, il faut des rapports, il faut énormément de rapports. Alors, il faut voir si cette dichotomie existe. Et il faut faire confiance aux gens. Faire confiance aux gens qui vont s'occuper de leurs propres enfants. On a vu les résultats de ne pas faire confiance à ces familles. Il y a eu des excuses, il y a des poursuites judiciaires, des confrontations. Il faut trouver d'autres solutions. Une autre chose, c'est qu'on peut parler de l'importance du contrôle, mais pas le contrôle sans remède. Sans remédier les inégalités qui rendent vulnérables ces enfants, ça sera très difficile pour les collectivités des Premières Nations d'atteindre le niveau de réussite dont ils ont besoin pour les enfants. Ce que je vous demande, c'est que si vous avez des idées à savoir comment confronter ces choses ou même des obstacles auxquels vous avez dû faire face dans votre milieu de travail, des choses que vous voulez mettre en place, si on regarde la Convention, décision du tribunal, rapport Hawthorne, vous pouvez nous en parler. Vous pouvez même m'envoyer un courriel à mon courriel privé. Je ne vais pas dire à qui que ce soit qui vous êtes, Valérie. Si vous êtes ouvert, ça peut marcher. Il nous faut de la formation qui nous permet de débloquer. Ensuite, mon opinion personnelle. Quand j'étais dans la fonction publique, parfois, je limitais ce qui était possible. Je présumais qu'on ne pouvait pas innover ou changer la politique. Et au fil du temps, avec des bons mentors, j'ai appris que oui, on peut. Il s'agit de lignes directrices et que ce n'est pas coulé dans le béton. Et quand on a une politique qui n'est pas informée par la preuve, qui mène au tort aux enfants, en tant que fonctionnaire, en tant que personne, vous avez l'obligation d'aborder cette question. Et vous pouvez le faire à l'interne, vous pouvez consulter les ombudsman ou aller aux organismes de société civile. Alors, on ne peut pas baisser les bras. Les enfants nous font confiance. Ils ont besoin de nous. Merci à vous tous. Je crois que ça a été très, très provocateur. Ça a été très, très important. Je tiens à vous rappeler que les participants vont recevoir un questionnaire d'évaluation et l'École de la fonction publique a besoin de la rétroaction que vous allez fournir. De manière électronique pour donner la rétroaction à l'école. S'il vous plaît, prendre quelques minutes pour la remplir.
and also visit the website of the Canada. Aussi, visitez le site web. Vous pouvez vous inscrire sur GC Campus. Il y a beaucoup de matériel par rapport à ces questions et c'est disponible. Cette séance est enregistrée et sera disponible au public en passant par YouTube. Même si cette séance était limitée à la fonction publique, il y aura un accès au public. Alors, faites-en la promotion, s'il vous plaît. Et ça va être affiché sur le site web. Merci. Je voudrais demander à Mme McGregor de partager les commentaires de la fin. Verna McGregor, s'il vous plaît. Merci. Merci à tout le monde. J'ai aimé entendre ces commentaires en tant que personne des Premières Nations. J'habite sur la réserve et le travail que nous faisons ici. On comprend la pertinence de la discussion aujourd'hui et l'importance d'aborder ces inégalités. On voit ça tous les jours. Je vois ça dans ma communauté. Même à 100 000 au nord de ma communauté, il y a un logement plus ou moins acceptable, mais ici, on voit des conditions du tiers-monde. Pas très loin d'ici. Alors, merci à Valérie, professeur Blackstock et Michael. Merci d'avoir partagé votre sagesse. Alors, je vais dire encore une fois quelques mots pour clore la séance. Miigwech. Dose koshino goma we kakina pamatsajik we do question abigis when mishnon in abigis kin ki depend on kakina guch kin ki motion kakina guch we do democratic hen abigis we snajik a shit akasajik and she's got me with this semen keko me miigwech. I say thank you. Merci de nous avoir permis de nous réunir ici. Permettez aux membres de nos familles, merci aux conférenciers, le Créateur veille sur nous. On ne demande pas pour des choses en vain. Il y a cette roue de la médecine, tout le monde appartient. Et voici ce qu'on essaie de faire pour ce qui est de l'équité. Alors, bonne chance. Miigwech. Miigwech, Madame McGregor. Je vous souhaite la santé et la sécurité. Et on se sent très inspiré. Il ne faut pas perdre ce sentiment. Merci.